Bon, ben, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi d'être ici et je vais commencer déjà par remercier Dominique Tremblay et Christelle Galvez de m'avoir invité à ces entretiens. Je vais remercier aussi évidemment le Centre Jacques Cartier et toutes les personnes qui m'ont aidé dans un moment ou un autre pour organiser cette venue. Madame Coupé, Madame Cournoyer, Madame Honora et Madame Pradine aussi du côté français. Donc j'ai commencé par remercier Dominique Tremblay et Christelle de m'avoir invité et en même temps au départ quand ils m'ont sollicité j'étais un peu mal à l'aise parce que je ne suis pas du tout un spécialiste de la résilience. Il y a des gens beaucoup plus spécialistes que moi dans la salle. Je suis avant tout un sociologue qu'on appelle de l'action collective. Et donc, ce qui m'intéresse, en fait, c'est toutes les conditions de la coopération et du conflit, sans penser que le conflit est quelque chose de mal. Au contraire, parfois, il y a beaucoup de choses très positives qui se sont passées dans le monde et l'histoire du monde par le conflit. Donc, il n'y aurait pas le monde merveilleux de la coopération et le monde à honnir de conflit. Mais en revanche, voilà, ce qui m'anime, c'est comprendre ces conditions à la fois de la coopération et du conflit. Et en fait, en échangeant avec Dominique et Christelle, je me suis rendu compte qu'effectivement, avec une entrée par la sociologie des organisations, ce n'était pas totalement orthogonal et que je pouvais éventuellement essayer de contribuer donc à cette journée. J'ai passé beaucoup de temps à Lyon avant d'atterrir à Paris et donc j'ai notamment travaillé avec Fadila Farsi, que vous entendrez tout à l'heure, Béatrice Ferver. J'ai passé au moins 4 ans dans un centre de lutte contre le cancer. J'avais passé aussi 4 ans à Unicancer. Avant que ça s'appelle Unicancer, c'était encore la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer. Donc, j'ai mené beaucoup de travaux avec des professionnels des centres de lutte contre le cancer, mais aussi des centres hospitaliers, un peu moins dans le libéral, donc de 99 à 2018. Donc j'ai une certaine connaissance de l'organisation de la cancérologie, et donc je vais évidemment m'appuyer là-dessus. J'ai pas suivi, par contre, depuis 2018, je n'ai pas suivi ce qui s'était passé et comment les centres avaient réussi, les centres de lutte contre le cancer avaient réussi à passer cette épreuve. En revanche, j'ai mené une recherche avec des collègues sur la façon dont les hôpitaux, plutôt publics, mais aussi certains privés, avaient répondu en fait à l'épidémie de Covid. Et donc, c'est un projet de recherche qui continue. Là, vous voyez, j'ai mentionné une recherche menée avec des anesthésistes d'un hôpital parisien qui avait besoin justement de ce retour, et ce sera la clôture de la conclusion, mais je l'annonce déjà, qui avait besoin en fait de faire sens de ce qu'ils avaient vécu et d'essayer, et je pense que c'est un des défis, et je suis parfois pessimiste, c'est d'essayer de tirer toutes les leçons de cette crise qui n'est pas totalement finie. On voit que le Covid malheureusement circule encore, et aussi à Montréal, j'ai entendu ces derniers jours, à Paris aussi. Donc elle n'est pas totalement finie, mais donc on espère en tout cas l'aspect massif de la crise est derrière nous, et il y a eu plein d'innovations, plein d'expérimentations locales, et il faut en tirer profit pour l'avenir, et ce n'est pas tout à fait gagné. Donc, comme je n'étais pas spécialiste de la résilience, grâce à Dominique et à son équipe, j'ai eu une bibliographie, et donc je me suis plongé dans les travaux sur la résilience, et je ne vais pas vous revenir sur les différentes, vous voyez, différentes définitions de la résilience. Ce qui m'a intéressé dans cette définition, c'est la question de la capacité. C'est la capacité finalement d'action collective. Moi, je vais surtout m'axer là-dessus. Évidemment, il y a d'autres capacités individuelles, mais moi, je vais vraiment axer mon propos sur la capacité collective. Et ça va résonner avec une notion que je vais vous présenter, qui parfois a mauvaise presse, et je vais vous montrer en quoi pourtant elle est essentielle à appréhender, la question du pouvoir. Parce que le pouvoir, c'est la capacité d'agir. Et donc j'ai retenu ça, et je me retrouvais finalement assez bien par rapport à cette littérature, puisque je retiens finalement la résilience et la capacité à faire face à des situations d'adversité et aussi à se remettre de situations d'adversité. Et donc ça renvoyait finalement à la fois à la cohésion, la solidité des collectifs, mais aussi à leur capacité d'adaptation. Quand on regarde, et là on sort, je viendrai plus spécifiquement sur la cancérologie, mais il y a plein d'enjeux
très transversaux en fait à notre société, nos sociétés contemporaines qui dépassent largement la question spécifique de la cancérologie, même si évidemment ces questions sont pertinentes pour la cancérologie, mais aussi des organisations en général. La question, c'est finalement la question de ce qu'on appelle la rationalisation. Là aussi, c'est pas un mot à proscrire, c'est-à-dire qu'on a des ressources qui sont limitées et pour vivre ensemble, eh bien, il faut essayer de faire en sorte que ces ressources soient le mieux allouées, le plus justement possible. Et donc ça, évidemment, bah, les collectifs dans les établissements de soins passent leur temps à devoir faire avec, parfois à se plaindre, parfois à comprendre. Et donc c'est une difficulté et un enjeu à prendre en compte. On a quelque chose, pour celles et ceux qui étaient à la séance inaugurale d'hier des entretiens Jacques Cartier, il y a eu toute une table ronde où il n'y avait pas la question de la santé, c'était plutôt des entreprises privées à but lucratif et qui ont beaucoup insisté sur ces questions de personnel qui percutent évidemment aussi les établissements de soins très fortement. Sophie le racontait aussi sur les médecins généralistes aussi. Enfin voilà, donc on a une tension sur le personnel à tous les niveaux. Troisième difficulté, adversité, quand on rencontre les équipes de soins, ben, il y a là aussi il y a des spécialistes dans la salle. Finalement, de plus en plus, les usagers ou les patientes et les patients demandent à ce que leur point de vue qu'il soit intégré aux soins, et donc c'est plus ou moins bien accepté par les professionnels. Et il y a tout un travail à comment on intègre de plus en plus les patients dans la prise en charge. Autre difficulté très importante et adversité, c'est avec le vieillissement. On se retrouve avec des maladies de plus en plus complexes, des problématiques qui débordent largement du seul strict point de vue soignant, qui rencontrent des problématiques sociales. Et là aussi, il y a des enjeux de coordination et de coopération très importants même. Et ça va percuter finalement le mouvement général de la spécialisation, l'ultra-spécialisation de la médecine depuis le début du XXe siècle. Et donc, comment on fait entre des ultra-spécialistes qui s'étaient focalisés en plus dans nos mondes occidentaux sur le traitement, et comment on intègre le care et des problématiques sociales et des problématiques d'inclusion. Dernier point, je passe vite, évidemment, c'est le contexte post-Covid qui est à la fois, on est tous assez fatigués, il y a des retards de soins liés au confinement, etc. Et donc là aussi, on voit que c'est des grands enjeux auxquels font face toutes les équipes de soins. Des défis, mais il y a aussi des défis un peu plus spécifiques des équipes de soins en cancérologie. Je mets un peu plus parce que vous allez voir, évidemment, il y a certains points où d'autres parties de la médecine sont percutées par ça. Le premier, c'est finalement depuis, on va dire depuis au moins les années 90, finalement une explosion des connaissances médicales avec le développement massif des essais randomisés contrôlés, par exemple, où quand j'ai commencé ma thèse, les praticiens commençaient seulement, finalement, dans les centres de lutte contre le cancer, à se spécialiser sur un type de centre de cancer, parce qu'à l'époque, on pouvait être cancérologue généraliste, et il y avait un certain nombre de cancérologues qui disent non, c'est plus possible, il faut que vous soyez spécialiste du cancer du sein, du viscéral, etc. Et c'était pas très bien vu par certains médecins que j'interrogeais à la fin des années 90, même s'ils comprenaient effectivement on ne peut plus appréhender seul l'immensité des savoirs produits par tous les acteurs de la recherche publique et privée. Donc ça pose des incertitudes très fortes pour les professionnels de santé. Le premier, c'est maîtriser ces connaissances, et donc la réponse a été par exemple les recommandations pour la pratique clinique, le développement de réseaux, enfin tout un ensemble d'outils collectifs pour essayer de gérer collectivement aussi cette incertitude. Mais aussi, finalement, une incertitude, ces professionnels, quand ils sont face à un patient, ils se disent est-ce que je suis à jour, finalement, de ces connaissances? Elles évoluent tellement vite, en fait. Et donc, c'est ces deux incertitudes, en fait, qu'il faut gérer. Deuxième point, là aussi, j'irai assez vite, c'est sur, évidemment, les dimensions émotionnelles de la prise en charge
et des décisions en cancérologie. Troisième défi, c'est on observe, et j'ai observé avec des collègues de McGill ici, des sociologues, Alberto Cambrosio notamment, qui est sociologue de la médecine, et qui lui a une perspective en plus historique, et ils font l'analyse, donc ces historiens de la médecine et ces sociologues, et j'ai participé à certaines de ces recherches, et finalement une frontière de plus en plus poreuse entre la recherche et le soin, autour notamment des thérapies innovantes que sont la génomique ou l'immunologie. Et du coup, ça a comme une des conséquences, c'est de complexifier encore le monde avec lesquels les médecins doivent composer et les professionnels de santé, parce qu'il y a des nouveaux acteurs qui arrivent, des bioinformaticiens, des biologistes qui n'avaient jamais vu un patient, qui n'avaient jamais vu de dossier de patient, et d'autres encore qui vont complexifier finalement des nouveaux parcours, des nouveaux profils, qui vont complexifier encore cette prise en charge. Dernier élément, là aussi, ce n'est pas propre à la cancérologie, mais elle est très touchée par ces dimensions-là, c'est le développement des prises en charge ville-hôpital, de la collaboration inter-établissement. Donc ça, c'est un peu le cadre général. Si je reviens maintenant, pour finir mon introduction sur qu'est-ce que nous apprend, quels sont les savoirs pertinents, qui peuvent être pertinents et qu'on peut tirer de la sociologie des risques et des organisations. Le premier, c'est que quand on a des crises, des adversités, c'est toujours avoir une vision le plus possible systémique de la crise ou des risques. L'autre acquis, c'est que finalement, des spécialistes de la gestion de crise le disent eux-mêmes, la première victime de toute crise, c'est le plan. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut évidemment pas de plan. En France, on a pâti d'une certaine manière d'avoir totalement court-circuité certains plans existants parce que ça fait des repères et donc c'est déjà ça qui sont importants, mais ce n'est pas suffisant. Et en fait, la capacité des collectifs à faire face à une crise, ça va d'abord être leur capacité à se coordonner. Et tout en tirant des ressources, des plans préexistants, des procédures, c'est d'aller plus loin et d'innover. Dernier point important pour cette présentation, dans l'introduction, c'est finalement, c'est le thème de ce livre qu'on a écrit avec des collègues, qui était dirigé par mon directeur de laboratoire, Olivier Boraz. En fait, on se rend compte qu'on vit dans un monde d'organisation, c'est-à-dire que même si en fait on n'arrête pas de parler des individus, et hier la table ronde de la séance inaugurale était bien, on parle de grandes masses d'entreprises et des individus. En fait, quand on se penche sur tous les secteurs de l'action publique, dans tous les secteurs, et la santé, c'est vraiment un exemple paroxystique, et la cancérologie aussi, on se rend compte de la complexité des organisations, c'est-à-dire vous, chacune et chacun d'entre vous, vous réfléchissez le nombre d'organisations avec lesquelles vous êtes en contact tous les jours, vous êtes inséré, parfois vous êtes membre d'un centre de lutte contre le cancer, mais aussi membre de telle société, etc. etc. En fait, on est dans un monde d'organisation, ce qui a des implications très fortes sur l'action collective, parce que ça la rend à la fois, évidemment, potentiellement plus puissante, mais aussi beaucoup plus difficile, parce que c'est très difficile. Une entreprise de l'industrie automobile française que je ne citerai pas, on avait fait une étude chez eux, et en fait, l'un des premiers apports des sociologues des organisations, c'est de leur avoir montré toutes les organisations qui sont impliquées dans la production d'une auto et dont ils n'avaient même pas conscience, parce que les sous-traitants de sous-traitants de sous-traitants de sous-traitants. Donc quand on est cette organisation et qu'on veut créer, par exemple, une voiture environnementale, vous voyez le chemin qu'il y a à faire, parce qu'il y a toute cette chaîne qu'il faut essayer de coordonner. Et donc, le point principal de mon topo aujourd'hui, ça va être de vous montrer que pour saisir tout ça, il faut avoir cette question, la question du pouvoir, c'est pas la seule, mais c'est essentiel pour se mouvoir dans une société d'organisation. Quand on parle du coup de l'organisation et de l'intégration, en fait, vous avez à la fois la volonté, le discours managérial, c'est la culture officielle, le projet d'équipe, le projet d'établissement, etc. Vous avez aussi là, c'est des structures formelles.
ou apparente. Aujourd'hui, on parle beaucoup des nouvelles technologies, les technologies, l'infrastructure informatique, l'organigramme, les procédures, etc., les recommandations pour la pratique clinique, ça c'est tout ce qui est formel. Et en fait, le grand oublié, et qui est pourtant fondamental, c'est ce qu'on appelle les structures informelles ou profondes, et notamment les relations de pouvoir entre les acteurs. Hier encore, si je fais référence à la table ronde sur la séance inaugurale, elle était passionnante, il y avait plein de choses intéressantes de ces grands entrepreneurs. Et en fait, quand ils raisonnaient sur les défis qu'on avait, ils parlaient que des 2 premiers points. C'était comment on va améliorer les infrastructures, comment on va rationaliser les procédures de recrutement, comment on va créer des environnements de travail friendly, etc., ou comment on va faire un projet d'établissement, une marque employeur, etc. Évidemment, c'est important, hein, ce n'est pas du tout pour nier ça, mais imaginez-vous que finalement, les organisations, c'est comme un tabouret à 3 pieds, et on essaierait de s'asseoir dessus avec seulement 2 pieds. Et ben, il y a de fortes chances qu'on finisse le nez dans le tapis. Donc il faut vraiment prendre en compte ces structures informelles profondes qui ne sont jamais écrites dans des organigrammes, mais dont on prend conscience dès qu'on entre dans une organisation, on dit tiens, on n'avait pas parlé de lui, normalement c'est pas mon supérieur, mais pourtant il me parle tout de suite. On apprend en fait ces structures informelles, mais on ne va jamais vraiment travailler dessus. Et donc c'est rendre un peu explicite ces structures informelles parce que ça a des conséquences majeures. C'est-à-dire que si vous voulez introduire un nouveau système informatique, si vous n'avez pas compris ces structures informelles, il y a nombre de projets informatiques, secteur public ou privé, qui se crachent parce que justement ils ne veulent pas prendre en compte, ils ne prennent pas en compte, ils ne veulent pas les structures informelles profondes, et bien ça ne marche pas. Pareil, si vous voulez embarquer un projet d'établissement, si vous ne prenez pas en compte ces structures informelles profondes, vous n'embarquerez pas grand monde. Et du coup, derrière ces structures informelles, donc il y a plein de, il y a les routines, les normes locales, ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, ça c'est évidemment très important. Mais il y a une dimension qui est quelque chose qui est un peu sale, qu'on ne veut pas parler. On parle de rationalité, on parle de convivialité, de solidarité, etc. Mais la question du pouvoir, c'est quelque chose qui est tabou. Alors, je vais vous présenter comment on faut entendre le pouvoir. Évidemment, c'est parce qu'on pense pouvoir économique, on pense pouvoir, relation de pouvoir très macro, on va dire. La conception du pouvoir que je défends en m'inscrivant dans une longue tradition hein, de 60-70 ans de sociologie des organisations, c'est beaucoup moins abrasif. Et juste que ça part du principe que quand vous êtes dans votre travail, vous avez besoin des autres pour faire la majorité de vos activités et que vous allez devoir rentrer en transaction avec des acteurs et que ces échanges vont être plus ou moins équilibrés et c'est ça qu'on appelle une relation de pouvoir. Et donc, ce que vous allez pouvoir développer comme stratégie va dépendre très fortement de ce que vous allez pouvoir négocier avec les personnes autour de la table. Donc, ce n'est pas du tout une relation instrumentale, c'est-à-dire qu'effectivement, peut-être qu'il y a des gens qui sont obsédés par le pouvoir, mais ce n'est pas du tout à ça dont je fais partie. C'est-à-dire dans tout un chacun, dès qu'on veut mener des projets collectifs, on a besoin d'une capacité d'action et ça s'appelle du pouvoir. Et donc, ce n'est pas un attribut, ce n'est pas parce que je suis directeur général d'un... Et je pense que s'il y a des directeurs d'établissement, ils savent, je pense qu'ils voient bien ce à quoi je fais penser. Évidemment, quand on est directeur d'établissement, on a des ressources spécifiques. Mais ça ne veut pas dire qu'on va tous les jours faire ce qu'on avait prévu de faire. Parce que on n'est pas... Donc, le pouvoir, ce n'est pas un attribut, c'est une relation. Et c'est une relation qui est non transitive. C'est-à-dire qu'autant... je faisais confiance à Christelle, qui avait confiance en Dominique, et donc elle m'a dit viens aux entretiens Jacques Cartier. Je dis bah, ok, je fais confiance à Dominique et à Christelle et je viens aux entretiens Jacques Cartier. En revanche, des relations de pouvoir, c'est pas transitif. C'est pas parce que j'ai du pouvoir vis-à-vis d'un collègue qui lui-même a du pouvoir vis-à-vis d'un autre que j'aurai du pouvoir vis-à-vis de cet autre-là. C'est vraiment très inter-individuel en fait. Et donc finalement, voilà, le pouvoir, c'est la capacité. On revient à cette question de la capacité que j'ai mentionnée quand je notais toutes les définitions de la résilience. Hein, c'est la capacité que quelqu'un a de produire chez autrui quelque chose qu'il n'aurait pas adopté spontanément. Ça ne veut pas dire qu'après il va le regretter. Hein. C'est juste que, un moment, ça lui demandait un tout petit peu d'effort. Il se dit tiens, moi, j'ai pas prévu de faire ça aujourd'hui.
Je vais le faire. Ça ne veut pas dire, c'est pas du coup, vous voyez, c'est pas une relation de domination comme on peut. Il y a des situations de domination, mais moi je pense pas de ça. C'est dans le quotidien, à des moments, vous allez accepter de faire des choses parce que vous êtes dans une relation d'échange avec quelqu'un que vous n'aviez pas prévu à 8 h du matin de faire ça. Et ben vous allez le faire parce que vous êtes dans une relation d'échange avec cette personne-là, et donc en fait vous êtes dans une relation de pouvoir. Et donc, c'est dans ce livre que je mentionnais sur la société des organisations, c'est une définition que je partage, donc de Bergeron et Boraz, dit finalement chaque acteur individuel ou collectif est pris dans un dense tissu d'interdépendance, elle-même encastrée dans d'autres relations d'interdépendance qui exercent une force d'inflexion de la conduite, sans que cette force ne soit nécessairement l'objet d'un examen réflexif et d'un calcul rationnel conscient. Donc rassurez-vous, moi en tant que sociologue, je sais que je suis dans des relations de pouvoir, mais tous les jours, je ne suis pas à dire avec qui je suis. Mon Dieu, ma relation est déséquilibrée, etc. C'est quelque chose qui est très, heureusement, qui en fait est très intuitif. En revanche, ce qui est intéressant, c'est quand on est manager d'équipe ou quand on est membre d'équipe et qu'on dit tiens, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut essayer de changer, eh ben, il faut essayer d'expliciter ces relations-là. Parce que vous allez avoir des leviers. Et je vais passer là-dessus parce que sinon je vais un peu déborder, mais disons que on ne peut pas dire, par exemple, dans un centre de lutte contre le cancer, le pouvoir, ce sera le chirurgien du cancer du sein ou le grand chercheur de biologie génomique, ce que sais-je. En fait, chaque collectif, il y a une dimension éminemment locale, en fait, à cette répartition du pouvoir. Et même s'il y a des récurrences, évidemment, maintenant connaissant les centres de lutte contre le cancer, je vois qu'il y a des tendance à ce que certaines spécialités, certaines fonctions, etc., aient un peu plus de capacité d'induction de l'action collective que d'autres. Ça ne veut pas dire, d'une part, que d'autres, dans d'autres secteurs, n'auront pas. Donc il y a une dimension éminemment très locale de cette question du pouvoir. En revanche, il y a des types de ressources qui sont importantes à garder en tête et qu'on retrouve. Et dans les crises, par exemple, si je prends le cas de la Covid, ça a beaucoup redistribué les cartes localement. Donc, certaines personnes qui étaient qui étaient sur le devant de la scène sont retrouvées parfois un peu plus marginalisées pendant la crise Covid, etc. Donc, il y a eu des redistributions, on va dire, de relations de pouvoir. En revanche, à chaque fois, ces relations s'appuyaient sur ce type de ressources. Le premier, c'est le savoir et savoir-faire. Ben, tout d'un coup, par exemple, il y a plein d'hôpitaux où l'infectiologue, c'était vraiment la dernière spécialité parce qu'on pensait que c'était passé, et tout d'un coup, ils se sont retrouvés en cellule de crise, et puis tout d'un coup, on l'écoutait parce que c'était le seul qui savait à peu près comment fonctionnait un virus. Donc, vous voyez une redistribution. Vous avez les relations avec l'environnement. Tout d'un coup, voilà comment on fait pour que la ville participe à faire la première digue par rapport à l'hôpital. Donc, ceux qui maîtrisaient ces relations avec la ville, tout d'un coup, sont retrouvés au centre du jeu parce qu'on sentait qu'on avait besoin de ces acteurs-là. Troisième, c'est la maîtrise de l'information. Là, en France, je ne sais pas ce qu'il est au Québec, mais en France, effectivement, les épidémiologistes et les quelques-uns qui avaient accès à certaines sources de données sont retrouvés au centre du jeu. Et puis, il y avait évidemment, d'autres types d'informations. Donc, il y avait des gens qui maîtrisaient l'information, qui étaient au courant de ce qui se passait, comment évoluait l'épidémie, et évidemment, ils étaient écoutés. Dernier point, c'est la maîtrise des règles. Et donc là, par exemple, faisons les personnes qui connaissaient les plans, qui disaient, attendons, certes, ce n'est pas une pandémie grippale, mais il y avait quand même des choses qui dans ce plan de pandémie grippale, qui n'étaient pas inutiles et qui vont utiliser finalement ce plan pour essayer de l'adapter localement. Donc vous avez là aussi des gens qui ont tiré profit. Alors pourquoi une illustration de ces structures profondes? Je vais passer assez vite parce que sinon je vais déborder, je vais me centrer sur la fin. Si vous regardez, quand on regarde l'organisation de la cancérologie, vous avez l'organisation formelle. En général, en France, c'est les ARS qui dessinent ça de façon assez rationnelle. Au Québec, je ne sais pas quelle est l'autorité qui organise ça. Donc, vous avez les centres de premier recours, vous avez les centres ultra spécialisés, etc. Puis ça a l'air très rationnel sur le papier. En fait, quand vous allez faire des entretiens comme j'ai fait, plusieurs 200 ou 300 entretiens avec des professionnels depuis le début de ma carrière de cancérologue, plutôt 300 d'ailleurs,
En fait, on se rend compte que ça ne dit pas grand-chose finalement de la circulation des patients. Ça ne dit pas grand-chose des relations plus ou moins bonnes entre professionnels de santé. Et en fait, ces relations, elles dépendent de deux principaux. Alors, elles dépendent, il y a d'autres facteurs évidemment, hein, mais je vous mets juste deux facteurs qui nous ont intéressés avec Henri Bergeron, avec qui on a écrit ce papier, qui lui travaillait sur la prise en charge des toxicomanes. Et on retrouvait finalement les conflits émergent quand finalement il y a des patients qui circulent et qui sont adressés à des structures qui estiment que ce n'est pas de leur compétence. C'est-à-dire que parfois tel médecin va envoyer tel patient et dit mais non, mais moi je suis centre de lutte contre le cancer, je suis spécialisé, ça m'intéresse pas ce type de, il peut être pris à proximité, etc. Évidemment c'est caricatural et je ne sais pas du tout pour vous en tirer une généralité, mais il y a des patients, en fait les services de santé s'organisent pour prendre en charge un certain type de patients. Parfois, ils s'organisent pour avoir la médecine tout premier recours. Hein. Ça ne veut pas dire qu'ils se ultra spécialisent. Au contraire, certains disent nous, au contraire, on veut avoir un maximum de patients très différents. Le deuxième facteur, c'est en fait une adéquation entre ce qu'on appelle des captants et des ponctuels. C'est-à-dire que certains professionnels considèrent qu'ils doivent assurer le suivi du patient tout au long des étapes. Même s'il y a des moments où ils vont envoyer pour un second avis, ou ils vont passer dans une RCP, etc., ils estiment que c'est eux qui finalement sont les garants de la prise en charge. Et donc ils vont réaliser le suivi au long cours. Et il y en a d'autres qui se considèrent plus comme des ponctuels, c'est-à-dire typiquement là pour le coup le radiologue est souvent ponctuel, même si parfois, notamment des radiologues interventionnels, etc., peuvent venir captant, mais structurellement c'est plutôt des ponctuels. En revanche, captant, par exemple, dans la prise en charge de la cancérologie, les relations entre oncologues médicaux et chirurgiens, c'est toujours un enjeu de finalement qui est, entre guillemets, le captant. C'est pas non plus, il ne faut pas concevoir ça comme un éthos, c'est-à-dire qu'on peut être captant sur tel cancer et être que ponctuel sur un autre. Hein, donc c'est pas du tout, je veux pas du tout essentialiser. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que la coordination sans heurts se réalise quand il n'y a pas de conflit d'aiguillage, d'adressage, et que se combine un engagement captant avec les engagements ponctuels. Et à l'inverse, des conflits émergent quand vous avez soit des erreurs des aiguillages, donc les bons patients, c'est les professionnels eux-mêmes hein, qui parlent des bons et des mauvais patients. Donc ça, c'est ce premier point. L'autre point, c'est quand vous avez, par exemple, dans une chaîne, personne qui veut assumer ce suivi. Typiquement, quand j'ai travaillé sur l'oncologie gériatrique, dans les années 2000, personne ne voulait en fait être captant de ces personnes âgées qui posent beaucoup de problèmes à l'organisation des centres, et même de certains gériatres, hein, de certains services de gériatrie qui se disent non, moi je fais mon évaluation très large, mais après, je ne peux pas les garder. Et donc je vous fais ça. D'autres, et donc vous pouvez avoir des conflits quand personne ne veut être captant, ou au contraire quand vous avez plusieurs captants dans la chaîne. Alors pourquoi c'est important par rapport à nos histoires de résilience? C'est-à-dire que si vous n'avez pas compris ce type d'organisation, vous allez avoir moins de leviers possibles. C'est-à-dire que vous n'allez pas comprendre tout d'un coup, vous allez introduire quelque chose et vous allez avoir une levée de bouclier parce que en fait, ça renvoie à ça. C'est important aussi à comprendre, c'est-à-dire quand vous avez on va dire des filières dysfonctionnelles, où finalement vous avez personne qui assure le suivi, et ben, dès qu'il y a une crise, le risque c'est que, pour le coup, il y a un effondrement organisationnel parce que personne ne peut monter à bord. Plus fondamentalement, si on revient au défi que j'avais dressé initialement, on voit bien qu'il y a des changements majeurs qui sont en train de travailler ces filières traditionnelles. D'une part parce que on ne peut plus être que sur du soin, donc à des moments, peut-être le super spécialiste qui était captant, il va devoir peut-être passer la main à d'autres qui vont, par exemple gériatres, peu importe, des gens qui peuvent assurer au long cours. Donc vous avez des enjeux de redéfinition des territoires entre médecins. C'est la ville-hôpital que j'ai mentionné aussi. Hein. Typiquement, on peut redessiner, repenser ces questions de ville-hôpital en question de captant-non captant, c'est-à-dire que la ville dit non, attendez, les structures spécialisées,
vous êtes ponctuel, nous on n'a pas besoin que vous les preniez en charge, ou au contraire, vous voulez qu'on les prenne en charge, on n'a pas la capacité, on veut être que ponctuel, donc ça ne veut pas dire non plus que c'est structurel, mais on voit qu'il y a beaucoup de tensions autour de ces questions de, finalement, qui assure le suivi au long cours, qui est responsable au long cours de la prise en charge. Donc ça, c'est entre médecins. Mais pour complexifier, et je reviens là aussi à mes défis actuels, c'est que les médecins, ils sont challengés, comme on dit maintenant, par d'autres professionnels qui peuvent être captants. C'est évidemment les managers hospitaliers, c'est les cadres de santé, c'est des nouveaux métiers de la coordination, et c'est aussi parfois des patients, par exemple sur les maladies rares. On a vu sur l'autisme en Amérique du Nord, il y a eu des travaux très intéressants, où finalement ceux qui organisent finalement le parcours des patients, c'est avant tout des associations ou des familles, etc. Et donc on voit que le monde de la santé est mis au défi finalement par rapport à une organisation très traditionnelle où on avait vu finalement des filières soit totalement dysfonctionnelles, soit vertueuses du point de vue des professionnels qui étaient finalement institutionnalisées, comme on dit. Et les transformations actuelles posent beaucoup de questions là-dessus. Et donc, si on revient à notre questionnement initial, pour finir, je finirai dans les temps. Premier démarche, déjà, quand on dit résilience d'équipe, c'est quoi une équipe, en fait? J'ai été la semaine dernière préparer une nouvelle enquête qu'on lance sur la prise en charge en urgence. Et c'était le staff. Le chef de service nous a admis au staff et on regardait début de la journée. Et donc, il parlait beaucoup avec 2 personnes. Et puis, on lui a demandé à la fin qui étaient ces 2 personnes. On avait compris que c'était plutôt de la psychiatrie, du domaine de la psychiatrie. Et en fait, il dit, en fait, ils ne font pas partie de mon service, mais en fait, ils sont tout le temps là parce qu'on a tellement des patients qui relèvent de la psychiatrie qu'en fait, ils sont là tout le temps. Et donc, en fait, l'équipe des urgences, dans ce cas-là, ce n'est pas du tout l'organigramme, c'est les services des urgences et encore plus la psychiatrie. Donc, réfléchir, quand on pense résilience d'équipe, c'est quoi les périmètres en fait, de l'équipe, au-delà même de la définition très formelle de l'équipe. Deuxième point, il faut apprendre à finalement penser comment les acteurs font avec la suspension des règles et des routines et de l'improvisation. Et ne pas imaginer que finalement, pendant les situations de crise, il y a une suspension des relations de pouvoir. En fait, ce n'est pas du tout vrai. Elles prennent d'autres formes, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire tout d'un coup, l'infectiologue il va être très important pendant la crise. Tel autre chef de service, chirurgien, qui faisait la pluie et le beau temps dans tel hôpital universitaire, déprogrammation de la chirurgie, il va être totalement marginalisé. Il va le vivre plus ou moins bien. Parfois, il va le vivre très bien et au contraire, il va être même brancardier. J'ai des situations de ça où il accepte d'être finalement ponctuel, on va dire. À d'autres moments, il va le prendre plus mal. Donc, en fait, penser les situations de crise et d'adversité, il faut aussi penser les relations de pouvoir. Et je finirai avec ça, c'est ce cas de la coopération exceptionnelle pendant la première vague de Covid dans les hôpitaux, où on a mené des recherches, des entretiens dans plein d'hôpitaux, mais pas le CHU de Lyon, hein, donc mais un autre CHU de la région. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est quand on a mené ces entretiens à partir d'avril, hein, donc c'était avril 2020, donc c'était assez à chaud, les gens avaient besoin de parler, dont les anesthésistes, par exemple, que je vous ai mentionné au début. Et en fait, ils disaient, c'est génial, c'était un esprit de dévotion, on n'a jamais eu une coopération qu'on n'a jamais eue avec le management hospitalier et avec nos collègues et nos services. Et donc, le récit officiel, c'est finalement, voilà, les soignants ont activé l'éthos soignant et c'est ça qui a permis de... Certainement, c'est-à-dire qu'évidemment, je pense que l'éthos y était pour beaucoup quand on avait beaucoup d'incertitudes sur la gravité du virus pour aller au lit des patients, risquer leur vie, etc. Donc, ce n'est pas du tout pour nier cet éthos soignant. En revanche, il n'explique pas du tout la coopération. Parce que j'en veux pour preuve que les mêmes acteurs qui disaient « c'est super, on a super bien travaillé avec tel service », en revanche, sur la recherche clinique, on a été en concurrence tout du long.
on n'a pas réussi à travailler avec la ville dans pas mal d'hôpitaux. Et puis, ce qu'on a vécu comme un super moment pendant la première vague, c'est-à-dire que les gens nous disaient que c'était à la fois notre meilleure expérience professionnelle et notre pire. Évidemment, parce qu'ils avaient beaucoup de morts, mais en revanche, la plus grande satisfaction professionnelle. À partir de la deuxième vague, on a vu que c'était beaucoup moins vrai. Donc en fait, nous, ce qu'on a identifié comme facteur et qui renvoie à cette question des relations de pouvoir, c'est qu'en fait, il y a une modification des relations dans les hôpitaux, dans beaucoup d'hôpitaux, avec premièrement déjà finalement une modification des relations entre management et médecins, où les médecins ont été beaucoup plus intégrés dans la cellule de crise, dans l'organisation des soins et les cadres de santé aussi. C'était finalement le binôme essentiel, c'était les chefs de service et les cadres de santé, plus certains médecins qui savaient gérer leur lit en fait et qui savaient les capacités locales en fait d'adaptation de l'accueil. Donc, modification des relations manager-médecin, avec soit une très forte participation et collaboration, soit, dans pas mal d'hôpitaux, finalement, la prise de pouvoir des médecins au détriment des managers hospitaliers qui ne l'ont pas nécessairement mal vécu d'ailleurs. Et modification des relations entre services. Parce qu'il n'y a plus cette guerre qu'il pouvait y avoir, par exemple, entre l'anesthésie et l'AREA sur certains malades. Il n'y a plus cette guerre entre les pneumologues, médecins internes et infectiologues sur les patients. Ce qui était intéressant, c'est qu'ils nous disaient, début mars, on commençait à se chamailler déjà pour avoir les premiers patients, parce qu'on voulait être finalement ceux qui allaient sauver. Puis après, évidemment, malheureusement, les services ont été débordés, donc il n'était plus question de cette concurrence finalement pour l'accès aux patients. On a suspendu la chirurgie, ce qui a réglé un certain nombre de difficultés, sauf que, évidemment, vous êtes bien placé pour le savoir, ça a causé aussi d'autres problèmes maintenant de retard des soins qu'il faut combler. Et enfin, dernier point, ça a aussi modifié les relations entre équipes hospitalières et familles, où j'ai des chefs des directeurs médicaux de crise qui me disent, en fait, c'était avoir les familles dans les pattes tout le temps, c'est parfois très embêtant. Et donc là, pendant on était confinés avec nos patients, et finalement, on ne pouvait que faire du soin. Évidemment, petit à petit, ils se sont dit, il y a quelque chose qui manque quand même. Et donc, du coup, ils ont régulé l'entrée, même si c'était en contournant les règles de certains hôpitaux, mais avec l'assentiment des directions d'hôpital. Ils ont contourné en disant, on va autoriser l'accès des familles, mais de manière très maîtrisée. Et donc, en conclusion, et c'est ma dernière slide, c'est en fait ce qui me préoccupe avec mes collègues, c'est que cette expérience très bien, exceptionnelle qu'ont vécu les professionnels, actuellement, ils ont un sentiment et quels que soient les statuts, hein, finalement, on n'en tire pas assez les leçons. C'est-à-dire, comment se fait-il que pendant 3 mois, on a très bien collaboré, au moins 2 ou 3 mois, et on revient à la normale sans en avoir tiré les leçons. Alors évidemment, il y avait des situations, c'est-à-dire que le quoi qu'il en coûte n'est pas éternel, ça c'est sûr, ça, on est bien d'accord là-dessus. Il y a des innovations qui ne sont sans doute pas pérennes, mais il y a aussi des innovations, des nouveaux modes de coordination et de collaboration qui seraient utiles de bâtir dessus pour l'avenir, en fait. Et ça, c'est aussi une grande frustration des professionnels de santé que je rencontre en ce moment. Ils ont l'impression qu'on revient à la normale et que finalement, il y a plein de choses qui ont été oubliées alors qu'ils ont expérimenté plein de capacités d'action. Donc ça veut dire vraiment prendre le temps des rétextes et pas seulement, comme ça a été fait dans certains hôpitaux, une demi-journée finalement de prise de parole, c'est utile, mais en fait, c'est pas ça un vrai rétexte. C'est une méthodologie, c'est assez lourd à mener. Deuxième leçon, évidemment, c'est résister à la tentation du bouc émissaire ou de l'explication monocausale. Donc, c'est vraiment intégrer la dimension collective, y compris des erreurs, ce qui est considéré après coup comme une erreur, hein, même si... Ça renvoie au premier point, c'est évidemment lutter contre les phénomènes de désapprentissage et d'oubli organisationnel. Et je vous l'ai dit, il y a eu beaucoup d'innovations, il y a eu beaucoup de cas où finalement les acteurs, actrices, y compris les managers hospitaliers, hein, ont dérogé aux règles. C'est-à-dire quand on les interroge, on ne devait pas faire ça, on l'a fait.
ne veut pas dire qu'il faut normaliser ces écarts aux règles, mais ça vaudrait le coup de se poser collectivement, localement, en disant, voilà, telle règle qui a été contournée, est-ce que c'était vraiment circonstanciel et ça mérite de revenir à la normale, ou est-ce que c'était une règle finalement qui mérite d'évoluer? Donc là aussi, ça renvoie à qu'est-ce qu'on tire de cette crise, en fait, et plus généralement, qu'est-ce qu'on tire des situations d'adversité. Et le dernier point, comme je vous l'ai dit, la capacité de dépasser les crises et de s'adapter repose beaucoup sur les relations de pouvoir. C'est former aussi les acteurs de la santé à ces déterminants-là. Je forme maintenant de plus en plus des médecins généralistes, et en fait, qui disent, mais c'est bête parce qu'à la faculté de médecine, on ne nous apprend pas ça, alors qu'en fait, dès qu'on est installé, on découvre les relations de pouvoir, on découvre qu'on doit collaborer avec les spécialistes, on découvre qu'on doit collaborer avec les infirmiers, infirmières, on découvre qu'on doit collaborer avec les familles, etc. Et donc, il me semble que c'est un savoir-faire, une compréhension qui est clé pour le monde dans lequel on vit et qui est extrêmement complexe, comme j'ai essayé de vous le montrer, en essayant de ne pas avoir trop débordé, monsieur le garant du temps. Merci.